C'est quoi être riche pour toi ? Bah écoute, j'ai écrit un livre sur l'argent qui s'appelle « Investir pour être libre ». C'est ça pour moi en fait, c'est être libre. C'est être libre de faire ce que tu veux de ton temps, de le passer avec les gens que t'aimes, de travailler sur les sujets qui te plaisent. Et tu vois, juste avant qu'on commence, tu parlais d'un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes, qui maintenant fait du contenu. Bah pour moi, lui, il est riche parce qu'en fait, il fait ce qui lui plaît, et il rend compte à personne. Et ça, on n'a qu'une vie, tu vois, je ne veux pas tomber dans le pathos, mais on n'a qu'une vie, il faut vivre à fond. Et l'argent, pour moi, c'est juste un moyen de structurer sa vie et de l'organiser comme on l'entend. Chacun le fait comme il veut, mais c'est ça, ouais. C'est vraiment faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut. Ouais, d'ailleurs, cet entrepreneur, tu vois, il avait monté une boîte qui lui plaisait pas vraiment. Et il a dit, voilà, moi, je veux vendre le plus rapidement possible, même si je perds de l'argent, c'est pas grave. Est-ce que pour toi, il y a un montant, à partir de quand on peut quand même se considérer comme riche, ou c'est juste vraiment que ton confort personnel et ta psychologie qui jouent ? J'en parlais récemment avec des clients de notre gestion de fortune. Et on avait un débat justement sur à partir de combien tu es riche. Sachant que tous les gens autour de la table sont considérés comme riches statistiquement, tu vois, c'est top 1% français. Donc on va dire plus de 2 millions d'euros de patrimoine. C'est même plus de top 1%. Et on se disait peut-être que c'est à partir de... Enfin eux en tout cas, c'était à partir de 1 million d'euros cash. De patrimoine liquide ? Ouais, je dirais patrimoine financier, donc liquide. Que net ? Ouais, net. Donc typiquement, tu vends ta boîte, tu vends des parts, tu vends des actions, peu importe. Tu encaisses 1 million d'euros. Ça te donne quand même une liberté de ne plus regarder l'addition au restaurant, de ne plus regarder le prix dans les magasins. Ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Hein. Là, j'ai rencontré peu de gens finalement qui font n'importe quoi, qui sont malgré leur richesse. Mais c'est vraiment ce confort psychologique de ne plus devoir regarder les prix dans le détail. Après, évidemment, tu vois, si tu vois que je sais pas, tu prends un vol et que la business coûte 10 fois plus cher que l'éco, en fait, tu prends pas la business, quoi, tu prends l'éco. Et je dirais que ça arrive à partir de 1 million d'euros. En tout cas, c'était le consensus autour de la table. Et je pense que tu peux... j'y adhère à cette valeur-là. Mais encore une fois, c'est très, très relatif, puisque si tu vis en Thaïlande, sur une petite île, t'as pas besoin d'avoir les mêmes moyens que si tu vis à New York, à Manhattan, sur la 5e avenue, puisque tu as un coût de la vie qui est très différent. Est-ce que toi, tu te considères comme riche ? Moi, je me considère comme libre. Et aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tu vois, j'ai longtemps pensé que l'argent me rendrait heureux. J'étais persuadé par ça. Mes parents viennent tous les deux de familles vraiment très modestes. Eux ont bien réussi, mais c'était vraiment la classe moyenne plus, quoi. Mon père gagnait très bien sa vie, mais ils n'ont jamais vraiment créé de patrimoine parce que ils n'investissaient pas. Il n'y avait pas d'éducation financière. Et donc, moi, je sors de là et je me dis, j'ai vraiment envie de passer le cap, tu vois, et de plus avoir la peur qu'eux avaient de retomber dans la pauvreté. C'était vraiment un truc assez viscéral. Et ouais, donc je pense aujourd'hui avoir financièrement les moyens pour ne plus me poser cette question. Par contre, j'ai aussi découvert que finalement, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Parce que une fois que tu as ce confort de plus devoir regarder forcément les additions et compagnie, tu te rends compte qu'il faut bien que tu aies un sens dans ta vie. Et moi, mon sens, c'est Finaris. C'est ce que je fais tous les jours pour une bonne partie de la journée. Je pense que je travaille pas loin de 12 heures, minimum 12 heures en fait. En réalité, c'est assez intense. Tu travailles le week-end ? Ouais, je travaille le week-end. Ouais. Je travaille pas le samedi généralement. Mais je travaille de 8h à 20h30, tu vois, c'est un peu la blague avec ma copine. Elle me demande quand je vais rentrer, et j'arrive pas à rentrer avant 20h. Enfin, de partir avant 20h30 du bureau, pour moi, c'est vraiment dur. Donc je fais 8h, 20h30, 21h quasiment tous les jours. Le samedi, je travaille pas par contre, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que le système se relance, quoi. Il faut rebooter la machine et il faut faire autre chose au bout d'un moment, tu vois. Tu regardes ton ordi, tu deviens fou. Donc, moi, j'aime bien aller dans la nature, mais j'ai pas des loisirs en fait qui coûtent très cher. J'aime bien aller jouer au tennis avec des copains. Moi, je paye plutôt pour des expériences. Donc, typiquement, j'aime bien jouer au tennis et je vais me prendre un coach top niveau, mondial, parce qu'en fait, je veux que l'heure ou les 2 heures qu'on va allouer à ça, ça soit vraiment ça soit top, quoi, ça soit génial, qu'on passe un super moment. Et je veux aussi, vu que je suis un compétiteur, je veux m'améliorer en permanence. Donc, je paye pour ça.
Mais sinon, tu vois, moi j'ai un pull, un t-shirt que je mets dans toutes les vidéos. Mais c'est aussi parce que ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas d'avoir des super belles montres, une super belle voiture. Je m'en fiche, tu vois. Je prends le métro, je viens à pied ou je prends des vélos en libre service. J'ai pas d'amour des biens matériels. Ça ne m'intéresse pas. Donc ouais, dans ce sens-là, aujourd'hui, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je bosse sur le sujet qui me passionne et je pense qu'il te passionne aussi, qui est les finances perso. Mais je le fais pas pour le sujet de fond, en fait. Je le fais parce que j'ai envie de partager. Et la mission de Finari, tu vois, elle a pris le pas sur tout le reste. Donc évidemment, ça me rend heureux de voir que la boîte fonctionne et qu'elle est valorisée à un gros montant. C'est génial. Mais c'est pas ça ça suffit pas pour se lever le matin. Franchement. Et d'ailleurs, ceux qui veulent devenir riches, entreprendre, c'est trop dur en fait. Si c'est ça votre moteur, et vous abandonnerez avant. Il faut que vraiment le sujet intéresse fondamentalement pour que, même dans les moments où tu es un peu dans le creux de la vague, tu te relèves et tu y retournes. Quels sont selon toi les principaux leviers pour devenir riche aujourd'hui ? Posséder du capital. Ça paraît basique, hein, mais si tu es salarié et que tu ne possèdes pas du capital, tu vends ton temps contre de l'argent. Si tu arrêtes de vendre ton temps, tu arrêtes de gagner de l'argent. C'est vraiment le principe de base. Tu vois, je vois beaucoup les politiques aiment bien opposer les patrons, les salariés. Tu vois, on est toujours dans ce discours, je trouve, assez qui antagonise tout le monde, mais pour moi, il est absurde, il est complètement dépassé. Aujourd'hui, tu as plein de dispositifs qui permettent aux salariés de devenir en fait des actionnaires. Donc la première chose, c'est de posséder des parts, en fait. Si tu veux, on reviendra sur comment le faire. Il y a plein de façons intelligentes de le faire. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui est en demande. Si ta passion, c'est la lithographie, je ne suis pas sûr que tu arriveras à vraiment devenir riche avec. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne passion. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que s'arrachent la plupart des entreprises. Et donc, ce que s'arrache la plupart des entreprises, c'est des savoir-faire spécifiques, pointus. Le métier de développeur, tu vois, c'est le métier par excellence. Aujourd'hui, il y a une pénurie de développeurs qui est incroyable. Même avec l'IA, même avec la productivité qui augmente, un bon développeur, ça a encore énormément de valeur. Et c'est en forte demande et ça ne va jamais baisser, en fait. Ça va juste s'amplifier. Donc, je dirais que la deuxième chose, c'est vraiment se former à des métiers ou sur des compétences qui sont en demande. Et la troisième chose, c'est aller là où il y a les gens les plus intelligents. Et tu vois, il y a un livre, c'est plutôt un article de blog à la base, je crois, qui s'appelle The Network State. Et donc, c'est un gars qui s'appelle Balaji, qui est assez intéressant. Son nom est assez difficile à dire, donc je ne vais pas le dire. Il a écrit cet article sur le Network State. Et en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que ta réussite va être conditionnée par l'endroit où tu es et donc par les gens qui t'entourent. Et tu sais, on dit souvent, on est la somme des gens qui nous entourent. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et donc, si tu vas entreprendre dans la Creuse, c'est juste que ça va être super dur parce que tu vas aller dans ton village et tu vas parler aux gens. Personne ne s'intéresse à ton sujet. Moi, je viens de Chambéry, en Savoie. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la tech. Il y en a, hein. Il y en a. Et je les admire parce qu'ils sont un peu en autarcie, quoi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. C'est juste que tu baisses tes probabilités. Et le meilleur endroit, si tu veux entreprendre dans la tech au monde, mais il n'y a même pas de débat, c'est San Francisco. Si tu vas dans la Silicon Valley, Silicon Valley, c'est à côté de San Francisco, mais si tu vas à San Francisco aujourd'hui, c'est le meilleur endroit au monde. Tu peux me demander pourquoi j'y suis pas. J'y suis allé et j'ai ramené ce que j'ai appris en France. Le Y Combinator, c'était là-bas ? Le Y Combinator, c'était là-bas. Alors moi, je ne l'ai pas fait là-bas puisque c'était le Covid et donc on ne pouvait pas y aller, mais j'y suis retourné après de nombreuses fois. Et j'y vais chaque année en pèlerinage avec des amis entrepreneurs. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est marrant, tu vois. Et en fait, la Silicon Valley, c'est quoi ? C'est une zone industrielle. C'est nul. Il n'y a rien à voir. San Francisco, bon, c'est une ville plutôt sympa. Mais tu vois, la blague un peu à San Francisco, c'est de dire il n'y a rien à faire. Franchement, ce n'est pas une ville où les restos sont incroyables, où tu peux sortir le soir et c'est génial. Non, c'est plutôt chiant, en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de nature. Par contre, ça, c'est top. Et donc, c'est aussi ça qui fait que les gens, là-bas, ils y vont. Ils se mettent dans un tunnel, mais c'est vraiment voulu. Hein. Si tu vis à Palo Alto, tu vois, on parle souvent de Palo Alto, Cupertino, là où il y a Apple, mais il n'y a rien à faire, vraiment. Les dîners, là-bas, c'est à 6h, c'est à 18h, tu vois. On te dit rendez-vous à 18h pour le resto. À 19h, tu es chez toi. À 20h, tu as éteint la lumière, tu es au lit. Tu n'as rien d'autre à faire. Par contre, tu es entouré de gens qui ont une niaque énorme.
Il y en a 9 sur 10 qui vont se planter, mais le 10e, c'est Sam Altman en gros. Le 10e, c'est Jensen Huang de Nvidia. Et ça sera aussi grâce aux 9 autres. Exactement. Ouais. Et les 9 autres vont peut-être être le 10e sur la boîte d'après. Et donc, il y a cette espèce d'optimisme. Et en même temps, tu as plein de gens super intelligents autour de toi. On n'est pas moins intelligents que les Américains, pas du tout. C'est juste qu'il y a cette concentration de talent et de réussite qui fait que c'est le meilleur endroit pour entreprendre dans la tech. Et j'aimerais, tu vois, que la France devienne ce vivier. Je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Mais pourquoi pas à l'avenir ? Donc, si tu optimises pour ces 3 facteurs, je pense que tu peux déjà vachement t'enrichir. Et le dernier truc que je voulais te dire qui est lié au 3e facteur, c'est que un truc que j'ai fait tôt dans ma carrière, c'est que j'ai toujours favorisé les gens et l'expertise par rapport au salaire. C'est-à-dire que je suis allé là où les gens étaient intelligents plutôt que là où la rémunération était la plus haute. Et ça, c'est quelque chose qui m'a valu beaucoup de moqueries de plein de potes et de questionnements de ma famille parce qu'ils disaient « mais c'est débile d'aller là puisque tu gagnes 10K de moins que dans cette autre job. Et en plus, cette autre job, c'est une boîte qui est mondialement connue, c'est un grand groupe, donc ça doit être bien. » Moi, je ne me reconnaissais pas dans les grands groupes et dans le côté corpo, ça ne me plaisait pas trop. Et donc, j'ai bossé dans des startups qui n'étaient pas connues et que personne, a priori, qui ne faisait pas rêver, en tout cas, mon entourage. Mais dans ces startups, il y avait des gens hyper intelligents. J'ai appris et donc je me suis formé. Et in fine, ça a été beaucoup plus rentable parce que j'ai aussi appliqué le premier principe. J'avais du capital dans une de ces startups. Elle a été introduite en bourse et donc j'ai pu gagner pas mal d'argent. Mais quand tu es jeune, optimise pour ça. N'optimise pas pour faire du dropshipping à Dubaï. Tu vois. Je trouve ça, c'est certainement une voie intéressante qui peut marcher. C'est juste que je trouve que cette recherche rapide du succès, elle est un peu malsaine. Le succès, c'est pas rapide. C'est long, c'est dur, et c'est dans la difficulté que tu vas te forger. Donc, n'essayez pas de brûler des étapes, c'est normal, et soyez prêts à prendre des risques et à prendre des chemins de traverse, et optimisez toujours pour l'entourage des gens intelligents. Tu sais, on dit toujours la PayPal Mafia, tous les gens qui ont bossé chez PayPal avec Peter Thiel à l'époque, qui sont allés créer plein de boîtes. Mais c'est ça, en fait, il faut que tu cherches ta prochaine mafia, et ça aura beaucoup plus de valeur que le logo cool sur ton CV ou la grosse boîte ou le fait que tu sois dans un nom qui claque. Je te propose de parler des 3 gros piliers en gros pour aujourd'hui gagner de l'argent. Ouais. Donc le salariat, l'entrepreneuriat et l'investissement. Un petit peu commencer à parler du salariat finalement. C'est un petit peu aussi toi ce qui s'est passé au tout début. Tu disais que tu as travaillé dans une start-up et tu avais du capital. Elle s'est introduite en bourse et c'est ça qui t'a fait gagner aussi beaucoup d'argent. Ouais. Juste avant de parler de ça, donc le salaire net médian en France, c'est 2200 € par mois. Et la hausse des salaires en France avoisine les 2% en 2025. Donc globalement, ça couvre tout juste l'inflation. Donc si on reste dans juste ce mécanisme-là, on ne va pas aller très loin. Est-ce que, selon toi, on peut devenir riche en étant uniquement salarié ou est-ce qu'il y a forcément un plafond de verre ? Il y a un plafond de verre, c'est sûr. Si tu es dans les top salariés d'une boîte, tu es par exemple dirigeant de Total. Là, j'ai vu une vidéo où il ne connaissait pas exactement le montant d'impôt qu'il payait. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se moquaient de lui. En fait, ça m'étonne à moitié parce que je pense que dans sa vie doit être tellement folle que c'est vraiment le cadet de ses soucis. Oui, il a sûrement un comptable qui fait sa déclaration. J'espère qu'il ne fait pas sa déclaration d'impôt. Ce serait absurde. Il faut voir en fait le temps, ce que lui rapporte son temps par rapport à ce que ça lui coûte. Mais donc, hormis ces cas d'exception, mais qui ne concernent personne, tu vois, être, top 20 dans une grosse boîte du CAC 40, comme on l'a dit, c'est le top 20, quoi. Donc, il y a littéralement 20 personnes sur 100 000 personnes. Tu vois, j'ai bossé chez Sanofi, il y avait plus de 100 000 salariés de mémoire quand j'y étais. Alors ouais, on gagnait bien notre vie. Mais tu vois, quelqu'un qui était très bien, qui était bon, un cadre sup, gagnait peut-être 100, 150 000 €, ce qui est beaucoup. Hein. Mais c'est pas avec ça que tu vas devenir riche, effectivement. Parce que, à moins d'avoir développé un réflexe d'épargne qui est très important, tu vas généralement aussi ajuster tes dépenses. 150 000 € de dépenses, tu as des enfants, tu vis dans une belle maison en banlieue à Paris. En fait, tu dépenses une grosse partie et donc net, à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Et donc oui, tu auras une bonne situation, tu seras probablement millionnaire à la retraite, mais tu ne seras pas riche parce qu'au final, tu n'auras jamais eu cette liberté. Donc oui, c'est possible. Tu peux avoir une carrière de top exec, mais la réalité, d'ailleurs les top exec, tu regardes leur package, vous pouvez regarder là, prenez le rapport annuel de n'importe quelle boîte cotée, vous regardez comment le PDG est rémunéré, c'est en stock option. Il a une partie fixe, mais il a une partie variable.
Et en fait, plus il livre, ou elle livre du résultat, plus on lui donne des actions. Donc on en revient au point, c'est bien sûr que tout le monde, on peut devenir très riche en étant salarié, c'est trop bien. Tout le monde n'a pas besoin d'entreprendre, c'est pas du tout le but du jeu. Il faut aussi arrêter avec cette espèce d'envie de dire à tout le monde, allez, on entreprend. Non, tu vois, moi, ma mère, elle n'aurait jamais pu entreprendre de sa vie. Mais ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle a besoin d'une certaine sécurité. Par contre, je pense qu'elle a apporté beaucoup de valeur dans son entreprise, mais elle n'avait pas de part. Et donc, forcément, au moment de la retraite, on est sur une retraite ridicule, quoi. Donc, oui, salarié, évidemment, mais il faut avoir des parts. Ou il faut optimiser pour les gens qui t'entourent. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est OK de dire, allez, pendant les 5 prochaines années, finalement, mon patrimoine, il ne va pas beaucoup augmenter. Je vais investir quand même. On dira après comment. Ouais, on va parler d'investissement après. Mais vraiment détenir les parts, que ce soit le plan épargne entreprise, le plan épargne groupe, ça s'appelle le plan épargne collectif. Il y a plein de noms. C'est super important. Et beaucoup de gens découvrent, souvent grâce à des vidéos comme les nôtres, qu'il y a un plan d'épargne dans leur entreprise. Et ils disent, oui, j'ai ce truc, j'ai jamais regardé. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. 300%. Voilà, donc ça, tu mets 1 euro, l'entreprise abonde, te donne de l'argent gratuit. C'est quand même exceptionnel, x3. Les grands groupes, moi je l'ai vécu chez Sanofi encore, et j'ai pas d'action Sanofi, je précise, je ne suis pas actionnaire de la boîte, je suis plus. J'avais du 300%. Et je me suis dit, attends, c'est un truc de dingue. La première année où j'ai eu ça, je me suis dit, mais c'est exceptionnel ce dispositif. Et j'en parlais avec mes copains de promo, parce que j'étais en apprentissage, et je leur disais, mais vous avez ce truc de l'abondement, vous aussi? Ils disent, ah ouais, on l'a. Et vous le faites? Non, on le fait pas, parce qu'on prend le cash tout de suite. Donc, au lieu de remettre au pot et d'avoir l'abondement, eux, ils sortaient l'argent, ils payaient évidemment toutes les charges, les cotisations, l'impôt sur le revenu et compagnie. Et c'était un peu ce truc de gratification immédiate ou gratification différée. C'est ça, pour moi, la vie. La vie, c'est un choix. C'est est-ce que tu veux un peu maintenant ou beaucoup plus tard? Moi, je veux beaucoup plus tard. Et donc, l'épargne salariale, c'est ce dispositif qui permet d'avoir ça. J'ai eu un cas intéressant récemment sur une analyse de patrimoine où c'était un pilote chez Air France qui se demandait s'il devait mettre dans son plan d'épargne entreprise. Il n'y avait pas d'amendement chez Air France. Et si oui, est-ce qu'il doit mettre dans l'allocation qui était en gros 90% MSCI World, 10% quelque chose d'autre, des obligations, je crois, ou 100% actions Air France? Et je lui ai dit, déjà, j'ai regardé le cours d'Air France qui a fait, je crois, moins 75% sur les 10 dernières années, donc pas terrible. C'est un peu ma règle de base, c'est quand il y a l'État dans une entreprise, moi, j'y vais pas, mais bon, après, c'est très personnel. Et surtout, je lui disais, par principe de diversification, vu que tu bosses déjà dans la boîte, à moins d'être hyper confiant sur la capacité de la boîte à tout exploser, dans le bon sens du terme, peut-être que ça vaut le coup de mettre ses œufs dans un autre panier. Forcément, si Air France se casse la gueule, t'as tout perdu. À la fois ton emploi qui est compromis et ton portefeuille. Quoi. Ouais, après, tu peux aussi dire exactement l'inverse. Tu peux dire, si tu bosses, par exemple, je ne sais pas, chez Uber est coté en bourse, quelque part, est-ce que tu n'es pas le mieux placé pour être actionnaire? Puisque tu as un impact quand même qui va être relatif, à part si tu es, encore une fois, très haut dans la hiérarchie, mais tu es aux premières loges. Donc, quelque part, ça aligne les intérêts. Mais ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, l'épargne salariale, c'est un dispositif qui est génial. Nous, on a un dispositif chez Finari qui s'appelle les BSPCE, bon de souscription aux porteurs. Enfin bref, c'est pas très important, mais c'est en gros le droit d'acheter des titres plus tard. Donc, c'est une option gratuite. C'est assez génial. En plus, avec un traitement fiscal relativement favorable, qui n'est pas incroyable, mais c'est OK. Et ça, c'est une façon d'intéresser les salariés au capital. Et donc, ils ont, chacun, quand ils signent leur contrat, un certain nombre d'actions, enfin une option pour acheter un certain nombre d'actions. Et ça, d'ailleurs, on l'a fait au moment de la série B, on a permis à des salariés qui étaient là depuis longtemps, donc pour la plupart 4 ans et demi, 4 ans et demi, de vendre une petite partie de leur part. C'était des montants très importants. On parle vraiment de montants importants. Je ne vais pas les donner, mais tu vois, pour certains, c'était plus d'1 an de salaire. Quand ça se passe, quelque part, tu prouves que ce que tu prêches depuis des années, c'est possible. Et ça, c'était dans un contexte où la boîte a encore énormément de potentiel. Moi, je rêverais de rendre tous les salariés chez Finari millionnaires. Et c'est peut-être un gros mot de dire ça dans la France actuelle, mais moi, ça me rendrait fier. Ça me rendrait extrêmement fier. Donc, c'est normal que chacun ait un petit bout.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Quand on a fait la levée, il y a plein de salariés qui sont venus me voir qui m'ont dit « Ça serait bien qu'on reparle quand même des BSPCE parce que ça m'intéresse d'en avoir plus. » Et j'aurais dit « Les gars, moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit que quand j'étais en start-up, j'ai toujours renégocié mes BSPCE à la hausse. Jamais mon salaire. Ça ne m'intéressait pas le salaire. Et donc, j'ai parié aussi sur le fait que la boîte allait réussir. Moi, mon play, c'était de dire si je suis dans cette boîte, c'est qu'elle va réussir. Si j'y crois pas, eh ben, je m'en vais. Je vais pas rester là. Mais si je suis là, je mets all-in. Donc, j'ai mis all-in. Avec un risque. Bien fait. Ouais, j'ai plutôt bien fait. J'ai gagné pas mal d'argent grâce à ça. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais une somme à gérer. Donc, c'était assez intéressant. J'ai fait plein de conneries d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a matérialisé le fait que quand tu travailles dur et quand tu as du capital, eh ben, ça marche. Et ça a changé ma vie. J'ai gagné quasiment 10 ans de salaire le jour de l'IPO. Tu vois. Ouais. Donc, c'est conséquent. J'aurais jamais pu avoir ça avec toutes les augmentations que je voulais. Donc, au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Donc, le salariat, oui, évidemment, si c'est ce qui vous convient, si vous avez envie de cette sécurité, c'est génial. Il y a plein de belles boîtes, mais allez dans les boîtes qui vous font plaisir déjà, qui vous font kiffer. Regardez s'il y a un plan d'épargne entreprise. Et s'il n'y en a pas, regardez s'il y a des BSPCE ou des AGA, des actions gratuites. Et s'il n'y a rien de tout ça, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment pour vous. Je vois souvent des boîtes où il y a des très gros bonus en cash. Typiquement, tu vois, les banques d'investissement. C'est comme ça ou les fonds de private equity, il y a du carry. On va dire les banques d'investissement, elles payent des bonus tu génères un certain PNL, un certain chiffre d'affaires. Et du coup, tu touches une partie de ton PNL. C'est le métier d'opérateur de marché, de trader, de sales, etc. C'est comme ça que ça marche. Bon, ça, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu crées finalement comme richesse sur le long terme ? Tu peux le réinvestir par ailleurs, tu vois, mais ouais, c'est ça. Encore une fois, tu vends ton temps. Donc moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est détenir une partie du capital. C'est vraiment ça, l'énorme accélérateur de richesse. Et ça, c'est pas un mythe, tu vois, c'est réel. C'est réel et il y a plein d'entreprises qui ont des dispositifs. Encore une fois, c'est pas assez valorisé. Mais je crois qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui ont de l'épargne salariale. C'est énorme quand même. 3,5 millions, si je ne veux pas dire de bêtises. C'est énorme. Je pense qu'il y a la moitié qui ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ouais, donc renseignez-vous sur votre épargne. Demandez à vos RH ou demandez, c'est le CE qui gère ça souvent. Donc tu vois, d'ailleurs, moi quand on gérait ça, je parlais avec la CGT et la CFDT, les syndicats, parce que c'est eux qui mettaient ça en place. Et je peux te dire qu'eux, ils étaient hyper bien formés. Ils savaient ce qu'étaient des ETF. Ils étaient là en train de débattre les frais. C'était hyper marrant. J'ai eu des discussions. Il y avait Goldman Sachs qui débattait avec la CGT. Et vu qu'on les avait formés, les syndicalistes, ils étaient super bons, quoi. Ils se battaient pour les droits des salariés, mais c'était pas du genre on opposait quoi que ce soit. C'était genre, mais pourquoi on vous paierait pour que vous fassiez moins bien que le benchmark ? C'était assez